bienvenue à ce 11e LinkedIn Live Audio. Alors comme je vous le dis à chaque fois, nous sommes en bêta test, c'est-à-dire qu'il y a quelques utilisateurs sur LinkedIn dans le monde entier qui sont en train de tester cette application LinkedIn qui sera proposée ensuite à tous les créateurs de contenu. Et le but, c'est à la fois de profiter de l'expérience pour tous ensemble essayer d'échanger et puis d'essayer aussi d'améliorer cette expérience et de faire remonter à LinkedIn tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir. Donc il y a notamment des soucis avec les micros. Et je vous invite vraiment à regarder en fonction de votre navigateur, vérifiez bien que vous avez autorisé votre navigateur à utiliser le micro parce que bien souvent les gens montent sur scène et on ne peut pas ouvrir le micro parce qu'ils n'ont pas autorisé le navigateur. Donc voilà, c'était un petit rappel technique. Alors nous organisons ce live avec Florence tous les dimanches à 18h sur un sujet emploi RH, sachant qu'on a envie d'avoir les deux côtés qui s'expriment, à la fois les chercheurs d'emploi, les candidats, les collaborateurs, mais aussi les recruteurs, les RH, les employeurs, de façon à ce qu'on puisse échanger ensemble et partager nos expériences. Vous pouvez donc nous poser des questions en levant la main. Je vous ferai monter sur scène pour peu que j'y arrive, donc ne m'en veuillez pas si vous avez l'impression de rester avec le doigt levé, c'est que je n'arrive tout simplement pas en cliquant sur vous à vous faire monter sur scène. Donc soit vous montez sur scène pour nous poser une question, soit pour nous raconter une histoire qui peut être triste ou qui peut être une jolie histoire. Et le but c'est d'échanger entre nous, sachant que ce qui est important c'est de rester, si c'est possible, dans le sujet de ce soir qui est vraiment l'entretien de recrutement, que ce soit au niveau préparation, soit pendant l'entretien, soit après l'entretien, mais qu'on essaye de rester concentré sur le sujet. Florence, je vais te laisser la parole. J'espère que cette fois, ça va marcher. Oui, bonsoir à tous. Est-ce que tu m'entends ? Oui, je vois que tu m'entends. Bon, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois dans ce live audio. Et effectivement, un thème qui nous est cher, l'entretien, qui est un moment important aussi bien pour les candidats que pour les recruteurs. Recruteurs qui peuvent être des professionnels des ressources humaines ou non. Et j'espère que les deux parties pourront s'exprimer et qu'on pourra répondre positivement à toutes vos questions. Alors, pour le moment, je n'ai pas de questions. Donc surtout, levez bien la main si vous voulez soit intervenir, soit prendre la parole, que ce soit pour poser une question, pour nous raconter quelque chose. Sinon, nous allons continuer, Florence et moi, à vous parler de l'entretien, sachant que on a écrit un livre sur la marque employeur et que l'entretien de recrutement fait vraiment partie intégrante de ce livre. Donc on peut rester très longtemps, elle et moi, sur le sujet en attendant que vous leviez la main. Donc, tiens, il y a notre ami Manuel qui va inaugurer. Florence, tu as quelque chose à rajouter ? Je fais monter Manuel. Je vois qu'il y a Pascal Pourtier qui a rejoint le live et on a répondu l'une et l'autre à son poste. Et il a vécu une expérience un peu édifiante et moi, je serais intéressée, Pascal, si vous êtes OK, pour que vous puissiez monter sur scène, nous la raconter. Voilà, sinon, je laisse la parole évidemment à Manuel. Pardon. Donc, Manuel, en attendant que Pascal lève la main, parce que pour le moment, moi, je ne vois pas de personnes qui ont levé la main en dehors de Manuel. Manuel, quelle était votre question ou quelle était votre petite histoire ou qu'aviez-vous à nous dire en ce dimanche soir ? Alors, Florence, est-ce que tu entends Manuel ? Oui, je l'entends très bien. Oui, tout à fait. Quand je me déclare, c'est que j'entends. Alors que moi, je ne l'entends pas. Bon, tu me feras la traduction, Florence. Alors, Christelle, et puis pour les auditeurs qui n'ont pas pu entendre Manuel, toujours ces problèmes de son un petit peu récurrents, Manuel nous explique qu'il a été contacté par une société qui recrute des formateurs en assurance et il a été contacté donc via LinkedIn et il est très surpris puisque finalement le poste ne correspond pas à son profil et il nous pose la question, Christelle, à toi et à moi, de savoir ce qu'on en pense au niveau marque employeur. Finalement, ces recruteurs, peut-être, alors là, je fais une digression par rapport à ce qui a été dit, qui contactent peut-être un petit peu en masse les gens
les différents profils sans se soucier vraiment de l'adéquation avec le poste. Alors, moi, je te rejoins, Florence, et je rejoins Manuel. Je pense que ce n'est pas bon pour l'image d'une entreprise qui recrute de recruter en masse. Alors, on peut se dire qu'on va gagner du temps, mais c'est la même chose pour le candidat. On est dans les mêmes modèles, marque candidat et marque employeur. Un candidat qui envoie le même CV à 200 entreprises, ça ne va pas fonctionner. Il faut envoyer des CV adaptés. Ben, je pense que côté employeur, c'est exactement la même chose. Il vaut mieux cibler 10 personnes, mais qui correspondent au profil, que balancer une sorte d'invitation ou une proposition de poste qui a rien à voir. Moi, j'ai reçu une proposition dernièrement pour être actrice. J'ai reçu parce qu'ils ont dû voir que que j'étais sur. Ne ris pas, Florence. Je pourrais être une vieille actrice. J'ai été obligée de remettre le son. Énorme. Je pourrais être une vieille actrice. Donc, on m'a proposé d'être actrice. Enfin, j'ai souvent eu des propositions qui étaient peut-être liées à certains mots-clés, mais on voyait que les recruteurs n'avaient pas vu le profil. Et moi, je rejoins Manuel. Je pense que ça ne donne pas une jolie image de l'entreprise. Ça ne donne pas envie. Et on peut se dire, mais après tout, on s'en fiche, on n'est pas concerné. Bah, si, on est concerné parce que on est peut-être un client potentiel de l'entreprise. On n'est peut-être certainement pas un candidat, mais on est un client potentiel et je pense qu'en tant que client ou prospect, disons, on a une mauvaise image. C'est ce que tu voulais dire, Florence ? Alors écoute, moi je vais avoir une approche beaucoup plus pragmatique finalement. Je m'interroge souvent sur le taux de transformation finalement des démarches comme ça de masse, que ce soit des démarches commerciales. Finalement, c'est une forme de démarche commerciale un peu particulière parce qu'il s'agit de pourvoir un poste, mais il y a une pénurie d'emplois aujourd'hui, il faut le savoir, sur le secteur de l'assurance, et les formateurs sont aussi recherchés. J'en sais aussi quelque chose, et je me demande toujours, est-ce que ça vaut le coup d'aller comme ça en masse? On a fait, tu vas pouvoir te marrer, Christelle. Je me marre déjà. J'ai fait pour la première fois de ma vie un emailing sur un fichier qualifié. Attention, sur un fichier qualifié, c'est-à-dire un fichier de gens qu'on connaissait ou qui nous connaissaient. Voilà, pour les inviter à notre soirée. À notre soirée dédicace. Ben oui, tu te marres, tu peux te marrer. Et quand j'ai vu le taux d'ouverture, pourtant j'y ai pris grand soin à faire ce message, et moi je fais pas du tout de spam, c'est vraiment des gens qu'on connaissait. Quand j'ai vu le taux d'ouverture et de retour de ce mailing, mais je me suis dit, mais c'est incroyable le nombre finalement de gens qui ont ce type de démarche alors que finalement ça ne sert à rien. Alors, bon, moi, du coup, la question que je me pose, c'est même au-delà de la marque employeur, est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne crois pas. Donc, finalement, quand on est perdant sur tous les tableaux, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il faut pas le faire. Voilà. Alors, Florence, on se rejoint. Ah, cette fois, je vous entends, Manuel. Je vous laisse parler alors. Eh bien, tout simplement, je voulais vous dire merci pour la réponse. Alors, il faut savoir que cet employeur ou potentiel employeur, c'est un centre de formation dans lequel je suis déjà dans la base de données. Et je pense qu'en fait, ils ont dû faire une recherche avec assurance, et c'est vrai que sur mon profil, j'assure des formations en anglais pour banque et assurance. Voilà, merci, et je quitte la scène. Merci à vous, mesdames. Merci, Manuel. Merci beaucoup, Manuel, d'avoir lancé le sujet. Et alors moi, j'ai aussi une anecdote par rapport à ça. Je reçois, allez, je vais dire, au moins une fois par jour, des messages de prospection. Donc là, on n'est pas dans le recrutement nécessairement, mais des personnes qui me disent, Christelle Defoucauld, si vous voulez augmenter votre visibilité sur LinkedIn, contactez-moi, je peux vous aider. Et à chaque fois, je réponds. Alors, je supprime pas la personne, je réponds. J'adore votre sens de l'humour. Et parce que, évidemment, ce sont des messages automatiques et je trouve qu'il faut faire un peu attention sur LinkedIn, que l'on soit en prospection, entre guillemets, commerciale ou prospection de recrutement. Je trouve que ce sont les mêmes mécanismes et ça nous porte préjudice. Et donc, ça nous amène à Pascal qui a en effet écrit un post
très bien fait sur une expérience vécue en entretien qui n'était pas un poisson d'avril. Il va nous en parler aujourd'hui. Ça concerne ce que peuvent vivre les seniors en recrutement. Alors souvent on nous dit mais n'importe quoi, les recruteurs ne font pas ça, etc. Mais non, tous les jours on a des témoignages. Donc on va donner la parole à Pascal et merci Florence d'avoir invité Pascal à monter sur scène et merci Pascal de prendre la parole. Alors avant tout, bonjour Florence, bonjour Christelle et merci déjà. Merci pour l'invitation, merci d'avoir répondu positivement au poste que j'ai posé parce qu'il y avait un brin de comment dire d'émotion quand j'ai posté ce poste, même si c'était le lendemain de l'entretien. Donc je veux pas trop parler Enfin, j'ai un petit peu de pudeur pour parler de moi, mais en fait très rapidement je suis un senior de 56 ans qui est en veille pour changer de poste et j'ai été approché par un cabinet de recrutement qui m'a fait passer de notoriété, donc je suis de Clermont-Ferrand, qui m'a fait passer un entretien de très bonne qualité, de plus d'1 heure et demie, vraiment intéressant. Et puis ensuite, on m'a dit, écoutez, vous avez passé ce step, on va vous orienter vers le directeur commercial qui va vous recevoir parce qu'on pense sincèrement que vous répondez aux contraintes et en tout cas aux objectifs également que la société souhaite envisager pour ce poste. Et là, donc, j'ai été reçu par un directeur commercial d'une 40aine d'années qui très rapidement m'a posé des questions très comment dire personnel, jusqu'à me demander si j'étais où j'habitais bien sûr, mais si j'étais propriétaire de ma maison, si j'avais payé mes crédits, et puis quelle était la profession de mon épouse, et puis quelque chose de très violent, puisqu'il m'a demandé si je vivais avec la maman de ma fille, puisque j'expliquais que j'avais une fille, et le métier de ma fille, de ma femme, et phrase incroyable, il m'a dit mais vous vivez depuis combien de temps avec cette femme? Je dis depuis 25 ans, et il m'a dit ah quand même. Donc visiblement c'est la fidélité ne faisait pas forcément partie ou en tout cas c'était une normalité qui avait l'air de le surprendre. Et puis ensuite, on est venu à évoquer quand même un petit peu l'activité professionnelle et il ramenait systématiquement tout à moi et enfin à la partie on va dire très personnelle et jusqu'à me demander si par exemple je jouais au squash. Alors je lui dis oui je joue au squash. Il me dit mais vous avez pas mis ça sur votre CV pour faire genre je suis sportif. Je disais non je joue au squash. Il m'a dit mais c'est quand même pas un sport trop violent pour quelqu'un de 56 ans, vous êtes quand même vieux pour ça. Et donc très rapidement, je lui dis écoutez, je pense qu'avec un petit peu de courtoisie, je lui dis écoutez, on fait une partie ensemble et puis on en reparle un petit peu après si vous le désirez. Parce que j'essayais de sortir par le haut de cet entretien qui se resserrait de plus en plus vers le côté très personnel. Et très rapidement, en fait, j'ai compris qu'il m'avait reçu parce qu'il voulait pas se froisser avec son recruteur qui avait coché la case senior et que lui il voulait pas d'un vieux. Et il me l'a dit clairement, il a dit moi je veux pas d'un vieux, vous êtes dans la normalité monsieur et vous n'avez pas assez faim. Alors je lui dis mais comment ça j'ai pas assez faim? Il me dit quelqu'un qui ne paye pas de pension alimentaire, quelqu'un qui n'a pas quelqu'un qui a payé ses crédits, globalement pour moi n'est pas quelqu'un d'intéressant, seul l'argent est une motivation et donc vous êtes quelqu'un de trop normal. Et il m'a dit en plus quelqu'un comme vous qui paraissait très posé me paraissait trop plan-plan. Alors je lui ai expliqué que je faisais de la moto, je dansais le rock et puis j'avais aussi certaines idées, des envies, je voulais changer de moto et que ça pouvait me motiver pour acheter pour travailler dur et gagner de l'argent. Mais visiblement on était dans une démarche qui était très violente. Et le lendemain, j'ai débriefé avec le cabinet de recrutement qui s'est confondu en excuses parce que c'était un sale moment pour eux aussi et qui m'ont dit on sait pas quoi faire. Je leur ai dit avec beaucoup de gentillesse, gardez-moi dans vos fichiers et puis renvoyez-moi la balle à l'occasion. Mais ce qui est incroyable surtout, c'est que le cabinet de recrutement n'avait pas non plus fait l'analyse des choses en disant quel type de candidat vous voulez et puis quel âge souhaitez-vous, parce que visiblement la notion de senior était systématiquement à bannir pour ce monsieur. Alors moi ça a été dur pour moi en fait quand on a abordé le sujet de mon épouse, parce que comme si le fait d'être un monsieur marié de 25 ans pouvait être quelque chose de rédhibitoire. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment pas aimé. Voilà, c'est tout. Après je veux pas trop parler de moi, je suis un petit peu surpris du poste que j'ai posté mon témoignage. On est aujourd'hui à 270 commentaires, j'ai plein de mots qui viennent très positifs, j'en suis ravi. J'aurais souhaité ne pas avoir à le poster d'une part et puis d'autre part ne pas engendrer autant de choses parce que je suis presque surpris de la petite vague que ça fait. Je vous remercie encore Florence et Christelle, j'avancerai mais je vous cache pas que j'ai mal dormi parce
qu'on se dit comment on va rebondir après un truc comme ça. Moi, j'ai la chance d'être bien entouré. J'ai une femme adorable et puis j'ai des amis autour de moi. J'aurais été quelqu'un dans le doute, en faillite ou en dépression. Je pense que ça m'aurait mis complètement la tête dans le sac et c'est quelque chose d'ultra violent. Voilà mon simple témoignage, mais c'est quelque chose que je pensais pas un jour vivre. Donc, écoutez, c'est fait. Voilà, j'ai plus qu'à continuer mon chemin pour retrouver un nouveau job et puis avec des gens bienveillants parce que je sais que j'en trouverai, c'est pas un souci. Voilà, je vous remercie. Je vais couper mon micro et merci de votre gentillesse et de votre écoute. Merci Pascal, à vous. Je vais laisser rapidement la parole à Florence puisqu'elle vous a fait monter sur scène et je suis certaine qu'elle a beaucoup de choses à vous dire. Alors, moi, ce qui me frappe, alors déjà, je trouve ça inadmissible. J'ai l'impression, à vous écouter, j'ai eu l'impression de revivre des entretiens. Alors moi, je suis plus âgée que vous, je vais avoir 58 ans. Je suis rentrée dans le monde du travail en 87 et en 87, on vivait des entretiens comme ça. Il n'y avait pas encore la marque employeur, même si ça existait, enfin ça allait exister à partir de 90, mais il n'y avait pas encore ces notions-là. Et tout jeune que le recruteur a été face à vous, finalement il avait 40 ans, il a fait un entretien mais vraiment à l'ancienne. Il est pour moi, mais Florence nous le dira en tant que juriste et ex-DRH, pour moi il est carrément en faute professionnelle dans son métier. Il n'a rien à faire dans un processus de recrutement. Il dessert son entreprise. Et puis vous savez, même si ça vous a blessé, il y a une jolie chose qu'il faut que vous reteniez, enfin il y en a plusieurs. La première, c'est que vous avez fait un buzz avec votre poste. Ça veut dire que vous pouvez être aussi, à votre âge, un ambassadeur sur les réseaux sociaux, que vous avez été bien parce que vous n'avez pas cité le nom de l'entreprise ni le nom du recruteur et que si vous l'aviez fait, ça faisait encore plus un bad buzz et ça aurait pu faire beaucoup de mal à l'entreprise. Donc bravo aussi pour ça, d'avoir gardé cette discrétion. Et puis je pense que ce qui est positif, c'est que vous avez dû voir tous les élans de solidarité des gens sur LinkedIn parce que ça reste aussi un très beau réseau. Et bravo aussi d'être monté sur scène parce que c'est pas évident de raconter ce genre d'histoire. Et j'espère que suite à votre montée sur scène, vous aurez des visites de votre profil et surtout si vous faites d'autres posts, n'hésitez pas à nous identifier, on viendra vous donner de la visibilité. Donc je m'arrête là Pascal et je pense que Florence, tu as plein de choses à rajouter. Oui, mais merci beaucoup. Bon, évidemment, Christelle, extrêmement en phase avec toi. Merci beaucoup, Pascal, pour ce témoignage qui est très touchant, qui est très pudique. On sent beaucoup de pudeur chez vous. C'est vraiment, merci de partager ça finalement avec vous parce qu'on comprend, avec nous, parce qu'on comprend que c'est un moment que vous avez passé qui a été très difficile. Et en fait, je voudrais revenir, alors oui, à l'aspect légal. Bon, là, on nage en pleine discrimination. Donc bon, on verra peut-être à d'autres moments la discrimination et les 25 ou 26 critères selon les interprétations de discrimination. Il y a l'âge évidemment dedans, mais aussi la situation familiale. Vous avez eu un joli panel en fait. La situation économique fait aussi partie des critères de non-discrimination. Donc vous avez eu quand même un joli panel de discrimination pendant cet entretien. Et en fait, ce qui se passe je voulais vous expliquer peut-être ce processus avec ce monsieur. Nous tous les humains, tous les individus, on procède par catégorisation quand on rencontre quelqu'un. C'est-à-dire que on va mettre naturellement quelqu'un dans une catégorie. Je m'explique. Vous êtes dans la rue, quelqu'un vous demande de l'aide, eh bien vous n'allez pas vous comporter de la même manière si c'est un enfant de 4 ans ou si c'est une personne âgée qui est plus proche des 80 ou si c'est un adulte qui finalement appartient à votre classe d'âge. Donc la catégorisation, c'est de se dire les enfants, je les mets dans une case, les personnes très âgées dans une autre, et puis les autres, je les mets ailleurs. Cette catégorisation, elle nous permet de très rapidement de nous adapter aux situations qu'on rencontre. C'est un phénomène donc qui est complètement normal. Derrière la catégorisation, on se reconnaît, nous les hommes, dans différents groupes. C'est ce qu'on va appeler les endogroupes. Donc on va se reconnaître dans un endogroupe. Moi, je peux me reconnaître dans l'endogroupe des formateurs, voilà, ou des personnes, des femmes, voilà, parce que je suis une femme, ou des personnes d'une, je sais pas, entre, on va dire, une vingtaine et soixantaine d'années, 65 ans, dans les actifs.
on va dire, voilà, dans les actifs. Je vais me reconnaître dans cet endogroupe-là. Mais je pourrais me reconnaître dans un endogroupe très réduit, des femmes de 40 ans qui font de la formation et puis qui écrivent des bouquins, après tout, pourquoi pas, puisqu'on en a écrit un. Donc, ça, derrière les groupes, on va pouvoir mettre ou pas des préjugés. Alors ça va être les Allemands sont organisés, les Italiens parlent fort et les Espagnols aussi parlent fort. Voilà, on va dire ça. On va dire que quand on est du Sud, on parle plus fort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un préjugé. Un Allemand, il est organisé, un Espagnol, il parle fort. Derrière le préjugé, qui peut être positif ou négatif, un préjugé n'est pas forcément négatif. C'est un préjugé, c'est comment est-ce qu'on juge d'un endogroupe ou d'une catégorie. Là, il avait décidé que vous n'aviez pas faim parce que vous apparteniez à la catégorie des propriétaires et les propriétaires pour lui n'ont pas faim. C'est un préjugé. Et derrière vient tout de suite la discrimination. Et la discrimination, c'est quoi? C'est lorsque le préjugé emporte le choix, emporte la décision. Et là, il y a discrimination. Tant que la décision n'est pas prise, ou tant que la décision est prise sur un autre fondement que le préjugé, parce que ça aurait pu, eh bien, il n'y a pas de discrimination. Il y a discrimination si c'est le préjugé, en fait, qui influence de manière prioritaire la décision. Et donc là, je pense que c'est ce que vous avez vécu. Ce que je tenais à dire, et c'était aussi ce qui m'avait touché dans votre et après j'ai terminé. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais bon, j'arrête là. Ce qui m'avait touché dans votre poste, c'est qu'on sentait bien à quel point ça vous avait retourné. Et en fait, il faut savoir que les préjugés, ça amène à la dévalorisation de soi lorsque son nom de groupe a un préjugé négatif et quand on nous renvoie un préjugé négatif. Et il faut que vous sachiez que ça amène même certaines personnes qui sont dans des groupes très dévalorisés à la dépression, y compris individuelle. Et on ne mesure pas suffisamment à quel point il est difficile d'appartenir à un groupe qui est très durement parfois attaqué. C'est le cas des seniors à l'emploi et c'est le cas d'autres groupes en France notamment, mais à l'étranger aussi. Voilà. Quant à ce monsieur, je pense qu'il avait un petit problème peut-être de perversion ou de manipulation qui traînait, donc peut-être qu'il vous a épargné le pire. Voilà, c'est en tous les cas ce que je vous souhaite, Pascal, et je vous souhaite évidemment le meilleur. Voilà. Merci Florence. Pascal, est-ce que vous aviez envie de dire un petit mot pour conclure ? Juste vous dire merci, tout simplement. Merci de m'avoir permis de témoigner. C'est vrai que je me suis exprimé avec un petit peu d'émotion parce que ça me renvoie à l'instant T. Et donc, je vous prie de m'excuser si j'ai un petit peu bafouillé tout ça. Mais juste vous dire merci. Et l'idée, c'est de faire avancer les choses. Et il va y avoir plein d'autres interventions qui vont me faire bouger mes curseurs. Et puis, l'explication et le déroulé me paraissent très, très clairs et cohérents. Et ça fait du bien, tout simplement. Merci encore. Mais c'est nous qui devons vous remercier, Pascal, parce que c'est ce genre de témoignages qui font bouger les lignes, qui font que certaines personnes qui ont été malmenées en entretien se sentent moins seules et qui font que les recruteurs réalisent que parfois, comme l'a dit Florence, ils peuvent faire un peu de mal, même beaucoup de mal, sans nécessairement se rendre compte qu'ils s'adressent à une population fragilisée, parce que quel que soit notre métier, nous sommes tous très fragilisés quand nous sommes en recherche d'emploi. Donc merci beaucoup, Pascal. Et puis au plaisir de vous retrouver sur LinkedIn. Donc je vais essayer de faire venir quelqu'un d'autre sur scène. Alors je ne sais pas si vous m'entendez, parce que moi j'entends plus personne depuis 2 minutes. Moi je vous entends. J'ai l'impression que oui, mais je ne suis pas sûre, donc je ne sais pas. Oui, donc Christelle, oui apparemment. C'est pas grave, je parle dans le vide, j'entendrai pas votre réponse, mais c'est pas grave. Florence, moi je vous entends. Hein. Florence. Au moins, j'entends Florence. Et moi, vous m'entendez? Bonjour, Florence. Moi, je t'entends, Christelle. Le live va être vraiment super. C'est drôle. Florence, toi, tu m'entends, mais Laurence... Ça va être hyper haché, en fait. Laurence, vous m'entendez? Ouais. Non. Bon, alors, Florence, je te laisse mener. Tu veux que je te mette Je t'appelle. Mets ton téléphone. Je t'appelle. Non, c'est bon, Florence. Je te laisse diriger pour le moment. Dis à Laurence qu'elle peut parler. D'accord. Bon, Laurence, allons-y. Christelle nous laisse Ok. nous laisse le live. Alors, dites-nous tout.
Ah, Très j'adore. heureuse de vous entendre. Eh ben moi aussi, on se dit pas tu, on avait dit non. Mais si on se dit chou, évidemment, mais bon, c'est pas grave. Oui, moi je voulais juste intervenir sur, alors pas du tout en rapport avec ce que Pascal vient de raconter, et j'avais deux sujets sur lesquels je voulais intervenir. Le premier, c'était côté plutôt marque employeur. Moi, ça fait avant de décider de faire autre chose, ça fait un moment que je cherche une nouvelle expérience professionnelle, et j'ai remarqué dans les cabinets de recrutement, il y a un cabinet qui est ultra connu, je donnerai pas le nom non plus, mais qui fait passer des espèces de fausses annonces. Et je vois passer la même depuis plus d'un an maintenant, et c'est régulier en fait, c'est toujours la même, mais au mot près, il change rien du tout dans l'annonce. Et c'est la même qui passe tous les 2 mois. Donc au début, je m'étais précipitée parce que ça correspondait exactement à ce que je recherchais. Je m'étais dit génial et tout. J'ai essayé d'appeler, de faire le suivi et tout. Personne ne me répond, bien entendu. Et ça fait un an que je vois passer l'annonce. Et je trouve que côté marque employeur pour un cabinet de recrutement de grand renom, il est clair que le jour où je vais retrouver un poste dans quelques mois et que j'aurai à recruter des personnes pour mon équipe, il est clair que ce cabinet-là, il est à bannir impérativement. Je pense qu'ils font vraiment, ils font de l'abattage, ils font de l'emailing de masse, ils cherchent à se constituer un vivier. Et derrière, bien entendu, ils répondent absolument pas aux candidats qui se positionnent et qui sont en attente. Donc voilà, je trouve ça juste inadmissible. Voilà, ça, je voulais vous faire part de ça. Et deuxièmement, là, côté entretien, quand je suis amenée à passer des entretiens, je voulais juste partager une petite astuce et une question que je pose systématiquement quand j'ai le futur N+1 face à moi. Et c'est une question très ouverte, et en la posant, on apprend énormément de choses. Je pose la question au N+1, dans un an, imaginons que ce soit moi que vous ayez recruté ou quelqu'un d'autre, mais on se positionne dans un an. Qu'est-ce qui fait que pour vous, vous pensez que ce recrutement aura été une réussite ? Et là, c'est un boulevard pour apprendre beaucoup de choses, à la fois sur le futur manager, parce qu'en fait, s'il parle de, je sais pas, l'intégration dans l'équipe, etc., voilà, on sait qu'est-ce qui peut être important pour lui. Et puis en termes de business aussi, des objectifs qui auront été atteints, etc., et on apprend énormément de choses. Et c'est une question vraiment fleuve. Au début, je me disais, bon, c'est un peu bizarre, mais en fait, j'adore poser cette question parce qu'on apprend beaucoup de choses. Donc voilà, si je voulais juste partager avec vous ce soir. Voilà. Bon, bonne soirée tout le monde. Je coupe le son. Merci Laurence. Alors je ne sais pas si vous m'entendez, sinon je vais faire... Alors toi, je sais que tu m'entends Florence, mais je suis pas sûre Laurence. Ah si, c'est bon, ça y est. Donc moi, je vais faire rapidement. Je pense... Moi, je me pose vraiment une question de savoir si à un moment, il faudrait pas faire un poste. Autant je dis que je n'aime pas le bashing d'entreprise, autant ça commence à bien faire aussi les fausses annonces de cabinets de recrutement qui portent préjudice aux candidats parce qu'ils perdent du temps, qui portent préjudice finalement aux recruteurs en donnant une mauvaise image d'eux. Alors, il y a je dirais un premier pas que l'on peut faire sans dénoncer l'entreprise, c'est quand on connaît quelqu'un du cabinet à un certain niveau, c'est lui en faire part en message privé. Moi, j'ai fait ça, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un post il y a quelque temps qui a eu qui a été beaucoup repris et qui a eu c'était un post viral où je dénonçais les entreprises qui, au-delà des recrutements, demandent à leurs candidats de travailler sur des cas pratiques, non pas durant les entretiens, mais une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Et on se retrouve avec des candidats qui travaillent 10 heures, 20 heures, 50 heures sur des cas et qui travaillent gratuitement pour les entreprises et ensuite qui ont zéro retour et qui peuvent même se rendre compte que le logo qu'ils ont fabriqué ou qu'ils ont proposé ou la campagne de communication sur laquelle ils ont planché pendant 70 heures a été reprise pour l'entreprise. Et ce que j'ai fait, comme alors aucun nom n'avait été donné sur le poste, mais plusieurs fois
j'ai eu plusieurs fois des noms d'entreprises qui sont revenus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté en message privé les dirigeants ou les responsables de recrutement ou les responsables de marque employeur. Je leur ai transféré mon poste et je leur ai dit, voilà, je vous alerte parce que votre nom est revenu assez souvent en message privé. Je sais que vous faites cette pratique. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir, mais je pense que ça peut vous faire vous porter préjudice. Rassurez-vous, vous n'avez pas été dénoncé sur la place publique, mais ça serait intéressant que vous changiez vos pratiques. Et j'ai eu des réponses et les dirigeants ou les recruteurs m'ont plutôt remercié de cette démarche en disant, écoutez, on va faire attention, on va essayer de revoir un peu tout ça parce qu'on ne s'est pas vraiment rendu compte de l'impact négatif que ça pouvait avoir. Donc ça, c'était pour répondre au point 1 de Laurence. Merci sinon pour l'idée de la deuxième question que vous posez. Florence, je te laisse la parole de façon à répondre à ce que nous a dit Kevin, que je vais faire remonter sur scène. Alors, Kevin, il n'a pas posé sa question, hein, encore. On est descendu puis il est remonté. Je réponds à Laurence. Bon, je suis évidemment en phase avec toi, comme d'habitude. Je tiens à dire qu'il est interdit de publier une annonce pour un emploi qui n'existe pas. Hein. C'est interdit, c'est dans le code du travail. Alors, j'essayais rapidement de retrouver l'article du code. Je l'ai pas sous la main, là, comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est interdit à 100%. Hein. J'ai aucun espèce de doute sur ça, et ça me faisait rire ce que disait Laurence parce que j'ai vécu la même chose il y a très très longtemps. Et alors faire ça avec des RH, c'est quand même très dangereux puisque j'ai banni à vie le cabinet, qui est un grand cabinet en fait de recrutement, et j'avais lu un article sur la déception en fait des consommateurs, et finalement ça s'apparente, on s'apparente là finalement à la place de consommateurs, et avant de retrouver un début de confiance dans une marque, ça peut prendre 10 ans. Donc ce sont des pratiques qui sont dangereuses. Effectivement, et puis ça mérite peut-être, ce que tu dis, Christelle, est juste, ça mérite peut-être une alerte. Laurence, je serais ravie en MP d'avoir le nom du cabinet pour voir si c'est celui auquel je pense, mais oui, parce que là, j'ose pas le dire, parce que j'ai pas envie, j'aime pas trop le bashing non plus, ni la dénonciation, j'ai pas été, voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas, mais je serais intéressée en tous les cas. Merci Florence, donc merci beaucoup Laurence. Je vais tenter, Sandrine, est-ce que vous pouvez tenter de réouvrir votre micro avant qu'on relaisse la parole à Kevin, en espérant cette fois qu'on pourra l'entendre. Alors Laurence, elle avait un deuxième point, tu l'as pas relevé, je sais pas si tu l'as entendu Christelle, mais j'adore votre question. Ta question, Laurence, excuse-moi. Je trouve ça génial, et évidemment toutes les questions ouvertes et les questions de projection. À la fois, la question que tu poses est très intéressante parce que c'est une question qui permet la projection, mais une projection opérationnelle. Voilà, pas une projection de qu'est-ce que vous faites dans 10 ans. Là, c'est un petit peu compliqué. Mais effectivement, sur les critères de réussite, c'est toujours une très, très belle question à poser. C'est une très belle question quand on est candidat, vraiment bravo. Et c'est aussi une très belle question quand on est recruteur. Merci Florence, je te rejoins là-dessus. Sandrine, est-ce que vous réussissez cette fois à ouvrir votre micro? Pour le moment, il est fermé. En attendant que vous réussissiez, il faut vraiment que vous alliez dans votre navigateur et que vous fassiez autorisation du micro. Kevin, est-ce que vous pouvez de nouveau prendre la parole? Oui. Super, je vous entends Kevin, miracle. Je vous laisse Super, parler. super. Merci déjà pour ces témoignages. Je trouve ça hyper intéressant et aussi réconfortant d'un sens parce que ça nous permet à nous, des fois, quand on a des expériences un peu complexes, effectivement, de se dire qu'on n'est pas tout seul à vivre des choses comme celle-ci. Moi, j'ai vécu quelque chose d'assez déroutant et je voulais bien avoir votre avis parce que je cherchais un emploi sur un poste de business developer. J'ai été contacté du coup par une structure qui, elle, m'a démarché. J'ai passé en tout 5 entretiens, au minimum de 1h30 chacun. Et à la fin, j'en ai passé un 6e, directement avec le directeur, le PDG de la structure. Et cet entretien a duré exactement 3 heures.
Suite à cela, la personne m'a recontacté en me disant qu'effectivement, il fallait que je fasse une synthèse de ma compréhension du poste, de ma projection dans celui-ci, et ainsi que ma compréhension de l'esprit un petit peu managérial de l'entreprise, pour qu'après, il puisse me donner une suite favorable ou non. Et donc par la suite, vu que pour moi ça faisait un petit peu beaucoup, 6 entretiens, je lui ai dit, est-ce que vous, du coup, en termes de réciprocité, il serait possible que vous puissiez faire également une synthèse sur votre compréhension de mon profil. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a refusé en disant que ce n'était pas lui qui était à la recherche d'un emploi et que par conséquent, il n'était pas dans l'obligation de se soumettre à ma demande, mais que si moi je refusais effectivement ce qu'il me demandait, c'était à contrario une preuve de ma non-motivation, selon ses mots. Et quelques jours plus tard, je l'ai quand même fait parce que je voulais jouer le jeu jusqu'au bout et vivre l'expérience quand même jusqu'au bout. Je n'ai plus de nouvelles de ce monsieur, ni de la RH en question que j'avais eu en entretien. J'ai essayé de les joindre par LinkedIn, par mail, par téléphone, personne m'a répondu. Et donc, c'était assez déroutant comme expérience, parce que du coup, je n'ai plus aucune nouvelle, et je voulais avoir votre retour, parce que plusieurs fois même, en face à face, j'ai des personnes qui m'ont dit « Oui, on vous prend », avec d'autres personnes qui étaient là pour témoigner qu'effectivement, voilà. Et je n'ai également plus de nouvelles de ces personnes, alors je comprends pas ce type de comportement. Voilà, merci. Alors, merci Kevin pour ce témoignage. Je vais laisser aussi la parole à Florence parce qu'elle aura plein de choses à nous dire en tant que DRH, pardon, ex-DRH, ancienne DRH. Et oui, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que ce sont des gens qui ont du temps à perdre apparemment. Et alors ce qui est terrible, c'est que le temps, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus précieux après la santé et qu'eux en perdent beaucoup. Mais en plus, ils en perdent beaucoup à mauvais escient puisqu'ils sont en train de détruire leur marque employeur, puisque bien évidemment, vous n'aurez jamais envie de faire appel à leurs services si à un moment vous pouviez avoir besoin d'eux. Donc c'est complètement contre-productif. Ça aussi, c'est une manière de recruter à l'ancienne. Moi, j'ai connu jusqu'à 10 entretiens dans une entreprise, avec le 10e fait par le CIO de l'entreprise qui mettait en très grande difficulté les candidats. Donc c'est le genre de choses qui ne sert à rien parce qu'il y a un moment où les recruteurs doivent aussi donner envie, puisque la donne a changé également et que maintenant les candidats recrutent aussi les recruteurs. Donc Kevin, vous avez très bien fait de lui répondre comme ça, de lui poser la même question parce que vous avez rééquilibré les forces et vous lui avez montré qu'il n'était en aucun cas votre supérieur et que lui aussi il devait d'une certaine manière vous motiver. Donc moi je dirais bravo. Florence, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter aussi avant que l'on donne la parole à Saber, et merci Kevin. Oui, bah bravo, évidemment. Je suis atterrée en fait. Les bras m'en tombent. C'est difficile. Il y a même un moment donné, on part de tellement loin, on se demande si ils font vraiment du recrutement. C'est vraiment ça l'objectif. Bien sûr, vous avez bien fait de leur dire. Moi, je trouve ça hyper drôle. Honnêtement, rien que pour ça, je vous aurais pris. Je sais pas si c'était passé donc j'ai compté 10h30 précédentes, mais rien que parce que vous êtes capable, c'est une grande force en fait. Il faut bien voir que en recrutement, on parle beaucoup de soft skills, etc. Mais en fait, on peut recruter des gens qui rentrent dans le moule. S'il y a des recruteurs dans la salle, à un moment donné, si vous voulez des gens qui ont des soft skills, qui sortent un peu du lot, bah faut recruter des gens qui sont capables de faire ce qu'a fait Kevin et de dire non, voilà, de dire stop. Ou alors vous le faites aussi pour moi. Moi, je trouve ça très très drôle. Voilà, je trouve que ça manque pas d'humour et de répartie et que c'est une manière assez douce finalement que vous avez eu que de dire bon bah je pense que là les gars on va un peu s'arrêter, on va se calmer quand même par rapport à vos demandes. Vous avez renversé la tendance de manière à placer l'autre dans la situation dans laquelle il vous plaçait. C'est très intelligent, hein, vraiment vraiment très très bien. Évidemment, 6 entretiens c'est beaucoup trop. Ça ne rime à rien.
pour arriver à ce résultat-là, c'est une aberration. Et ce qui est une aberration, c'est qu'ils ne soient pas capables de vous répondre alors qu'ils ont passé autant de temps avec vous. Pour avoir été, Christelle le dit, RH et avoir fait du recrutement, moi je comprends qu'on puisse passer à côté d'un CV, etc. Les choses vont vite. Hein. On reçoit parfois énormément de CV. Bon, voilà. Je peux excuser quand même certains recruteurs dont les pratiques, s'ils ont des pratiques qui sont convenables, mais là, quand on a passé autant de temps avec quelqu'un, le minimum, c'est quand même de le rappeler et puis de dire que la candidature ne convient pas. Quant à vous dire oui et ensuite ne plus donner de nouvelles, eh bien, il y a 2 raisons à ça, donc je les donne. C'est soit à un moment donné, il y a un budget qui passe plus, soit à un moment donné, il y a un court-circuitage ou un veto qui n'avait pas été pris en question, c'est-à-dire que on vous a dit oui trop vite et il y a quelqu'un qui bloque la candidature ou le poste est pris en dernière minute par quelqu'un, soit en interne, soit en externe, et le plus souvent, c'est de pistonner. Voilà, donc c'est moche aussi de pas le dire. Ça arrive dans les boîtes. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté et la sincérité de le dire quand ça arrive, mais c'est pas facile. On en parle beaucoup dans le livre de la difficulté finalement des recruteurs à assumer les mauvaises nouvelles. Il faut bien se rendre compte, et là, bon, vous allez peut-être trouver que je vais trop dans le sens des recruteurs, mais si je ne les excuse pas, je les comprends. C'est très dur d'annoncer ça quand on a annoncé une si bonne nouvelle. Et en fait, ils font la politique de l'autruche. C'est moche. C'est moche pour le candidat à qui on a dit oui, mais humainement, c'est ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup Florence, je te rejoins complètement. C'est par peur. C'est vraiment, ils choisissent à ce moment-là la fuite plutôt que de dire non. C'est très très compliqué de dire non. On ne les excuse pas. Par contre, c'est vrai que il faut vraiment les former, il faut les alerter par rapport à ça, parce que le pouvoir d'un recruteur, c'est aussi de savoir dire non et d'encadrer son non. Et moi, j'ai beaucoup échangé avec les chercheurs d'emploi. Tous les chercheurs d'emploi sont prêts à recevoir un non. Ils préfèrent recevoir un non argumenté, un non qui est après conseillé, plutôt que le silence, parce que le silence, c'est quelque chose de très douloureux. Merci en tout cas beaucoup, Kevin. Saber, est-ce que vous réussissez à ouvrir votre micro? Et puis, quelle est votre question? Puis on réessayera après avec Sandrine. Alors, j'ai l'impression que Saber, ça fait comme la dernière fois quand vous aviez essayé, ça ne fonctionne pas. Sandrine, pendant que Saber réessaye, à vous. Florence, tu entends Sandrine? Parce que moi, j'entends toujours rien. Alors là, moi, je n'entends pas non plus. Alors, Saber, pareil. Alors, on va refaire monter Sabine aussi pour essayer. Sabine, est-ce que vous réussissez à ouvrir votre micro? Les gens vont se dire que c'est une émission de fou. S'ils débarquent comme ça sur l'audio, ils doivent se dire, mais c'est quoi ces gens qui jouent à est-ce que le micro est ouvert? Est-ce que vous m'entendez? Florence, est-ce que tu me reçois? Sandrine, est-ce que vous me recevez? Toujours rien. Saber non plus. Sabine non plus n'a pas réussi à prendre la parole. Alors, j'ai Ibrahim. Je vais essayer de vous faire monter sur scène, mais je ne suis pas sûre que ça marche. Bonjour, vous me recevez? Oui, Ibrahim, c'est un miracle. En plus, j'ai l'impression que vous nous contactez de loin. Je vous contacte depuis le Niger, en Afrique de l'Ouest. Eh bien, vous voyez, ça marche mieux avec l'Afrique qu'en France. C'est incroyable. Alors, Ibrahim, c'est la magie de LinkedIn. Quelle est votre question ou tout simplement, qu'aviez-vous à nous dire? Déjà, je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites. Vous apportez de la lumière sur les méthodes de travail, sur les façons de faire, sur les approches. Et donc, forcément, on est beaucoup plus outillés pour mieux embrasser l'avenir. Moi, je voulais juste partager une petite histoire que j'ai vécue personnellement et donc recueillir vos avis sur le sujet. J'ai été dans un processus de recrutement à 2 niveaux. J'ai validé les 2 entretiens. J'ai signé le contrat. On a fait 1 mois d'emblée de formation non-stop avant de procéder même au lancement d'une filiale internationale dans le pays. Donc, et 2 jours avant le lancement, j'ai été convoqué et elle m'informe que mon profil ne répond plus aux objectifs recherchés par le poste.
surpris, je pose des questions, on me donne des raisons tantôt par là, entre le manager, entre les ressources humaines. On m'envoie du coup 2 courriers, un courrier de licenciement et un deuxième courrier d'affectation. Mon salaire est divisé par 2. Mon poste passe d'un poste de cadre à un poste très, très opérationnel. Et donc, du coup, je n'ai pas compris. Il leur a fallu 2 ou 3 mois après, parce que j'ai joué le jeu, je voulais absolument comprendre ce qui m'est arrivé, c'était très ambigu. Le nouveau manager arrive et donc j'ai abordé parce que je suis quelqu'un de très ouvert, très facile au contact. Je vais le voir, je lui dis bienvenue, je m'appelle Ibrahim et donc je me rends disponible si vous avez besoin d'un allié sûr pour atteindre vos objectifs. Très impressionné. Elle saisit mon dossier, elle me recontacte tout de suite et elle me donne une promotion pour aller ouvrir une unité de production à l'intérieur du pays. Et il me dit, Ibrahim, la raison pour laquelle tu as été viré est la même raison pour laquelle moi tu m'as impressionné et que j'ai envie de travailler avec toi. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, parce que tu es très facile du contact, tu abordes les gens, tu n'as pas la peur que les nouvelles recrues peuvent avoir et ton ancien patron n'aimait pas la façon dont tu l'abordais. Alors que pour moi, il venait juste de mon pays pour la première fois, je lui parlais de temps en temps, ça va bien, le Niger vous aimez, comment vous appréciez les gens, et lui, il n'a pas aimé ça. Et donc, j'ai trouvé que c'était quand même pas professionnel de virer quelqu'un juste parce que il vous parle, il vous aborde, vous aurez tout simplement pu le lui dire. Et aujourd'hui, on ignore mes compétences, on ignore mes capacités professionnelles parce que j'ai une démarche beaucoup plus courageuse que les autres. Donc, voici l'expérience que je voulais partager avec vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai travaillé dans cette structure 8 ans après. Les collègues avec lesquels j'étais sur le même poste au départ, j'étais devenu leur manager quelques années après. Donc, avec une grande fierté à la fin. Je vous remercie. Merci beaucoup Ibrahim pour ce témoignage. C'est vrai que c'est une belle histoire puisque la vie vous a finalement blessé à un moment et puis récompensé à un autre moment. Ce qui a pu se passer aussi, c'est que vous avez pensé que c'était parce que vous étiez quelqu'un d'ouvert, etc. Mais vous avez peut-être tout simplement fait peur à votre manager. Parce que ça, on le voit quand même, je pense que Florence confirmera, je lui laisserai la parole, on le voit quand même assez souvent au niveau des N+1, pendant notamment les périodes d'essai. Parfois, les personnes, les nouvelles recrues fonctionnent bien, mais font peur à leur manager. Donc, les périodes d'essai servent à s'essayer mutuellement, servent à montrer ce qu'on est capable de faire. Et il peut arriver, hélas, que un manager décide de se séparer de quelqu'un, non pas parce qu'il ne fait pas l'affaire, mais parce qu'il fait peut-être trop l'affaire. Voilà, ça c'était ma petite opinion personnelle. Florence, par rapport à la période d'essai, alors par contre Ibrahim, il ne faut pas nous en vouloir, c'est que nous connaissons vraiment les règles, et surtout Florence, et les lois en France et pas nécessairement au Niger. Mais est-ce que tu peux apporter ta pierre à l'édifice, Florence, par rapport à cette aventure vécue par Ibrahim ? Alors, Ibrahim, j'ai envie de dire comme Christelle, bravo, parce qu'effectivement, ça s'est bien terminé. Je plus sois, je ne connais que le droit français et parfois modestement, parce que bon, le droit c'est très vaste, faut être humble. Donc le droit nigérien, je ne vais pas du tout me risquer à faire une quelconque allusion sur ce qui devrait être, pourrait être, je n'en sais rien du tout. Mais tu vois, Christelle, tu parles de peur. Moi, j'ai noté jalousie. Point d'interrogation. Et puis, ça me rappelle aussi l'histoire de Pascal, tout à l'heure, qui nous parlait de ce directeur commercial, me semble-t-il, qui devait avoir une quarantaine d'années, et qui lui renvoyait comme ça une image négative du fait aussi de l'écart d'âge qu'il pouvait avoir. Eh bien, les managers, comme les recruteurs tout à l'heure, qui ont peur de dire non finalement et qui ont peur d'assumer leur nom. Il y a beaucoup de managers qui ont peur de manager des gens qui sont plus âgés qu'eux. Voilà, parce qu'ils ont peur de ne pas être, de ne pas avoir suffisamment de leadership. Ils n'osent pas se l'avouer, mais c'est la vérité. Ils n'osent pas avoir suffisamment de leadership pour manager quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté, ou quelqu'un de meilleur qu'eux. C'est terrible. Et c'est vrai que c'est difficile de manager quelqu'un qui est meilleur que soi. Je veux dire, il faut pas non plus négliger. Et ça arrive beaucoup. Et en management, on peut avoir tendance à vouloir étouffer l'autre, alors que l'objectif, c'est d'avoir quelqu'un de meilleur, toujours, et de plus compétent que soi.
et puis qui va pouvoir évoluer. Ça, c'est vraiment l'objectif, plutôt que d'essayer d'enfermer les gens de manière à les contenir et à les contrôler. Et j'ai peur, Ibrahim, que c'est ce qui vous soit arrivé en fait. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui avait des craintes et qui lui-même était peut-être pas assez accompagné pour pouvoir assumer quelqu'un avec une si belle personnalité, si ouverte, et puis autant de compétences que vous. Voilà. Merci Florence, merci Ibrahim. Avant de nous quitter, aviez-vous un petit mot à rajouter? Merci à vous. Pour moi, je pense que le manager le plus chanceux, c'est celui qui a une équipe où les gens sont beaucoup plus experts que lui. Je serais très ravi d'avoir dans mon équipe des gens qui sont beaucoup plus outillés que moi sur l'expertise et même sur le management. Il y a un adage que je retrouve souvent sur LinkedIn qui dit on ne recrute pas des personnes pour qu'on leur dise quoi faire, on les recrute pour qu'on nous dise que faire. Donc, je conclue sur cette note et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup Ibrahim et toutes nos amitiés au Niger. À très bientôt, j'espère, sur LinkedIn. Sandrine, est-ce que vous réussissez enfin à nous parler? Ibrahim l'a fait, lui. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend très 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 loin. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec le son. Là, je suis au max du son. Donc, je ne sais pas si on va m'entendre bien. Florence, c'est bon pour toi parce que moi, j'entends pas assez fort. Je veux bien faire la traduction. Tu voilà. peux? Tu arrives? Je peux, mais bon, le son est faible. J'ai une bonne ouïe. Très bien. Bon, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir fait monter. Donc moi, je voulais revenir sur la discrimination lors de recrutement, d'entretien de recrutement. Donc moi, j'ai eu un bel exemple. On a commencé par des questions simples. L'âge de ma fille, l'origine de mon nom, puisqu'en fait, on ne sait jamais le prononcer. Le métier de mon mari, depuis combien de temps on était mariés, si on était propriétaire ou pas, si on avait des crédits. Donc un peu comme a expliqué tout à l'heure Pascal Pourtier. Après, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour obtenir votre objectif de chiffre d'affaires? Alors du coup, là, je me suis dit, est-ce que vous pouvez reformuler la question? Parce qu'elle est un peu, pour moi, elle me semblait un peu, inappropriée par rapport à... en fait, on pouvait la prendre comme dans tous les sens. Soit le négatif, soit le positif. Et du coup, non, j'avais bien compris la question qu'il voulait. En fait, il était prêt. Il m'a demandé si j'étais prêt à accoucher pour obtenir plus de chiffre d'affaires. Alors je lui ai dit, écoutez, je pense qu'on va arrêter là l'entretien. Ne faites pas aux autres ce que vous n'avez pas aimé qu'on vous fasse. Donc moi, je suis quelqu'un de très fidèle avec mon époux et j'ai pas l'intention de tromper pour un chiffre d'affaires. Voilà. Et depuis, cette personne continue quand même à me contacter, puisqu'elle est très connue sur LinkedIn notamment. Donc je ne l'ai pas blacklistée parce que en fait, comme elle est très connue et puis en Normandie, tout se sait. Mais voilà, donc je voulais juste apporter mon témoignage à ce niveau-là. Voilà Florence, merci. Merci Christelle, désolée pour le son. Merci Sandrine. Alors je vous ai entendu un peu de loin. Donc ça concernait un certain nombre de questions qui étaient très discriminantes et carrément même des propositions très limites. Et ça confirme ce qu'on se dit à chaque fois avec Florence, parce que quand on a écrit notre livre sur la marque employeur, quand on l'écrivait, on se disait non mais les gens maintenant, les recruteurs savent bien qu'on peut pas poser cette question, qu'on peut pas poser cette question. Il y a tellement d'articles, il y a tellement de posts, il y a tellement de publications sur les réseaux sociaux. Bien, vous êtes la preuve vivante, Sandrine, que hélas, la discrimination continue et hélas, et ça c'est incompréhensible, il y a des entretiens qui sont de l'ordre de l'inadmissible et qui font beaucoup de mal à la marque employeur. Je coupe mon micro, Florence. Bon, Sandrine, je vous ai suffisamment entendu pour être horrifiée. Alors, un petit peu comme avec Laurence tout à l'heure, moi je veux bien savoir qui c'est, parce que vous savez, sur LinkedIn, Christelle ne le... C'est un chasseur de tête, oui. Comment? C'est un chasseur de tête. Oui, mais je veux bien savoir qui c'est, parce que je ne like jamais ce type, que je ne lui donne jamais de visibilité, ça, j'aimerais beaucoup. Parfois, on donne de la visibilité à des gens qui n'en méritent pas. Donc,
Donc voilà, en MP ce sera super. Bah écoutez, je suis atterrée. Alors j'ai l'impression que j'étais passée un petit peu à côté de ce préjugé que pour faire son chiffre, il faut avoir des crédits par-dessus la tête euh, et euh, et du coup être complètement être dans une situation financière terrible. Finalement, j'ai l'impression que c'est pour Pascal, c'était la même chose, qui recherche finalement ce type de profil-là, ce qui est déjà édifiant. Voilà, parce que quand voilà, faut avoir faim, oui. Enfin, bon, il y a d'autres sources de motivation que celle-ci. Et puis, de toute manière, on n'a pas à connaître la situation financière des gens, je le redis. Quant à coucher pour signer un contrat, bon, bah là, les bras m'en tombent. C'était il y a combien de temps, Sandrine? C'était il y a une dizaine d'années. Ah, une dizaine d'années. Bon, alors j'espère que ça a changé. Il a récidivé, hein. Comment? Il a récidivé récemment. Et il a récidivé récemment. Bah, écoute, c'est fantastique. Écoutez, c'est fantastique. Moi, je crois que ça mérite un signalement quand même, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir derrière, c'est que derrière, il y a du harcèlement sexuel dans les sociétés avec lesquelles il travaille et sur des actes qui sont quand même qui relèvent quand même du délit pénal. Et il y a un moment donné, il faut quand même un peu arrêter les conneries et avoir, je dirais, oui, peut-être le courage d'aller faire un signalement, soit à l'inspection du travail, soit à la HALD, et de lancer des enquêtes, voire même, pourquoi pas, d'aller au commissariat et de déposer une plainte. Hein. Parce que là, on parle quand même d'actes sexuels. Moi, j'ai été confrontée. On croit que le harcèlement sexuel, ça n'existe pas. Le harcèlement sexuel, ça existe. J'ai été confrontée il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais pas dire évidemment d'où ça vient, à quelqu'un qui avait abusé sexuellement et qui avait demandé des faveurs sexuelles à une femme en abusant de son pouvoir et en la menaçant de perdre son emploi. Moi-même, il y a une vingtaine d'années, dans le cadre d'un gros contrat, on a essayé aussi de me monétiser. C'est un peu bizarre. Je sais pas, je devais valoir 30 chameaux. Enfin, j'en sais rien. Je dis 30 chameaux parce qu'on monétise souvent chameaux, hein, les femmes. Mais dans l'esprit, on m'avait fait le coup un jour aussi avec des chameaux, c'est pour ça. Donc on m'avait monétisé aussi. On m'avait fait des pressions pour que je couche avec un mec. Enfin bon, il y a un moment donné, il faut arrêter. Et si vous savez que ça se fait, c'est qu'à un moment donné, ils recrutent des femmes qui malheureusement, parce qu'elles sont peut-être dans des situations financières terribles, sont obligées d'accepter ou se sentent obligées d'accepter ou ne voient pas d'autre solution que de faire ça. Mais je me demande même si ça répond pas à la prostitution. Donc, bon, je crois que le live est terminé et ça se termine vraiment sur une note bizarre. Alors, mais justement, je trouve intéressant, Florence, ce que tu dis, c'est-à-dire que Sandrine, autant tout à l'heure on a dit il ne faut pas faire du bashing d'entreprise, on peut les alerter en message privé, autant là c'est suffisamment grave et j'imagine que vous avez probablement des captures d'écran, des choses comme ça. D'ailleurs, quand ça arrive, hein, je conseille à nos auditeurs et auditrices de faire des captures d'écran pour au moins l'envoyer à la direction de l'entreprise, faire un signalement. Alors, Florence a dit la HALD, ça s'appelle maintenant le défenseur des droits. Oui, Si pardon. voilà, si vous posez la question, et on peut le faire aussi de façon anonyme, mais aller au commissariat, déposer une main courante ou une plainte, moi je trouve que c'est aussi une manière de protéger toutes les autres femmes qui seront beaucoup peut-être plus fragilisées que vous, Sandrine, et qui se seront senties obligées d'accepter. Donc c'est vrai qu'on termine sur un témoignage difficile, mais je trouve que c'est important d'alerter, et les réseaux sociaux servent à ça, donc merci beaucoup, Sandrine. Il est très intelligent hein, quand même. Hein. Oui, mais enfin bon... Il laisse pas de traces. Hein. Bon. Les témoignages, ce sont des traces, hein, Sandrine. Hein. C'est-à-dire que s'il y a 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 150 témoignages de femmes qui sont passées par ce recruteur et qui vont toutes dans le même sens, à un moment donné, ça vaut preuve, hein, un témoignage, quand même. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, bon.
Bon, merci beaucoup Sandrine d'avoir pris la parole, même si on vous entend pas bien. Merci Florence, tu veux un petit mot pour la fin? Alors, désolé encore pour les problèmes techniques. Je ne sais pas si vous étiez nombreux à avoir levé la main, mais je voyais très peu de personnes aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, donc je vais le signaler à LinkedIn. Ce qu'on m'a signalé aussi pour certains qui cherchaient à se connecter, c'est qu'ils ne réussissaient pas à se connecter à partir d'ordinateur et qu'ils ont dû se connecter à partir du téléphone portable. Donc ça aussi, je vais le remonter. Toutes nos excuses pour ces contraintes techniques, mais on essaye de faire avec ce qu'on a et puis on se dit que c'est une expérience intéressante à partager avec vous. Merci à tous et je passe la parole à Florence pour le petit mot de la fin. Non, mais je vous remercie. On voit en fait à quel point le recrutement peut malheureusement porter atteinte à l'intégrité morale ou physique des candidats. Et aussi, je tiens à le dire, des recruteurs. Sachez que on ne le dit pas suffisamment, mais un recruteur qui travaille dans un cabinet où il y a de la discrimination ou qui travaille dans une entreprise où il y a de la discrimination, c'est très difficile à vivre. Alors, on pourrait dire, eh bien, il faut partir, mais il y a des recruteurs qui, au contraire, essayent de résister, essayent de lutter contre en interne. Et j'ai envie de dire à tous les candidats qui subissent ce type d'injustice, tenez bon, essayez même de vous défendre parce que vous avez des droits. Et à tous les recruteurs qui vivent dans des situations et des contextes aussi discriminants et pour lesquels ils sont en inadéquation, eh bien, tenez bon aussi et essayez aussi de faire valoir les droits des candidats. Voilà. Merci à tous. Merci à tous, merci Florence. À la semaine prochaine pour un nouveau LinkedIn Live audio, sachant qu'on ne connaît pas encore le sujet. À très bientôt, au revoir.